Bonjour. Alors, nous étions mis d'accord avec Édouard que lui parlerait des choses intéressantes qui sont la physique et que moi, je parlerai d'autre chose. Alors, pourquoi je vais parler d'autre chose? C'est parce que, il y a 30 ans, le service donc avait lui-même 30 ans, et en 1993, je venais d'être nommé directeur de la physique théorique ici à Saclay. Voilà, et donc j'ai décidé de faire un état des lieux pour vous de cette eau. Alors juste pour que vous ayez une idée, quels ont été mes prédécesseurs, je n'ai pas de photo ici de Claude Bloch ni d'Albert Messia, qui est en fait la première personne que j'ai rencontrée du SPHT en construction, et qui a assuré l'intérim de Claude Bloch la première année. Mais vous voyez, à des âges différents, Cyrano de Dominicis, Roger Ballian et mon prédécesseur immédiat, André Morel, sauf que la photo date de 67 et non pas de 92 ou 93. Mais je n'avais pas de photo plus récente. Donc, en début 93, je succède à mon corps défendant, c'est-à-dire parce qu'on a mis une très forte pression sur moi, parce que je n'avais aucune envie de faire de l'administration, de prendre la direction du SPHT. Je souligne, parce que c'est aussi en fait un changement. Je suis le premier chef du SPHT qui a commencé sa carrière au CDRS, et mon successeur l'a fait toute sa carrière au CDRS. Donc c'est une phase de transition entre le pur CEA, venant de l'école polytechnique, et puis mon époque, l'époque suivante, c'est-à-dire les 30 ans suivants. J'ai proposé très rapidement, André Morel avait comme adjointe Annie Gervois, qui n'est pas là, autant que je puisse voir, qui assez rapidement et pour des raisons qui ne me sont pas évidentes, a fait part de son désir de quitter ses fonctions. Peut-être qu'elle en avait assez d'être adjointe. Et j'ai proposé le rôle d'adjoint à Jean-Paul, qui lui l'a accepté. Et la question, voilà une photo de Jean-Paul, prise je ne sais plus quand, mais enfin dans ma photothèque. Nous avions conscience à ce moment-là qu'après 30 ans, beaucoup de choses avaient changé au SPHT et qu'on n'en avait pas totalement tenu compte. C'est-à-dire, on continuait à ronronner sur le système, sur les choses telles qu'elles avaient été avant. Les méthodes de travail étaient en train de changer, et Édouard a déjà fait allusion, et puis l'organisation, l'évolution du laboratoire, il fallait prendre en compte ces changements. Alors, par exemple, une chose qui n'a pas été notée, c'est qu'en 30 ans, les moyens de voyage par train et avion s'étaient beaucoup démocratisés. Je me souviens que quand j'étais tout nouveau, c'était compliqué de prendre l'avion, c'était cher, et ce n'était pas une chose qu'on faisait. D'ailleurs, c'était tellement cher que j'ai pu faire l'aller-retour à Stony Brook, à mon année de postdoc, sur le France, parce que le bateau de France n'est pas plus cher avec et Édouard qui est là a fait le trajet en même temps que moi. Bon, et puis un autre, alors malheureusement j'en ai pas gardé, sinon je vous aurais montré, parce que beaucoup d'entre vous n'en ont jamais vu, les cartes IBM perforées pour communiquer avec les ordinateurs centraux sont devenus des objets de musée. Moi j'ai connu pendant donc pas mal d'années ces petites cartes où il fallait faire des petits trous pour coder les informations pour les ordinateurs. Bon, malheureusement j'ai tout jeté, mais je le regrette parce que je ne peux pas le montrer ni à mes enfants ni à mes petits-enfants qui trouveraient ça assez étrange. Alors en 1993, depuis peu d'années, l'Internet était devenu accessible. C'est une histoire assez compliquée parce qu'il y a eu le BitNet, le DECnet, enfin, etc. Mais c'était devenu accessible. Et ça avait beaucoup changé nos manières de communiquer avec nos collègues. Par exemple, je me souviens qu'une année, j'avais envoyé une lettre à un professeur à l'université de Santa Barbara pour lui dire que j'allais passer.
parce que pour des raisons familiales, et est-ce que ça l'intéressait de ma visite? Et il m'a répondu, et en fait, je l'ai rencontré à l'aéroport de Santa Barbara, il s'en allait, parce qu'il m'a dit, comme tu m'as jamais répondu, je ne savais pas si tu venais. Autrement dit, une lettre mettait 3 semaines pour aller aux États-Unis et revenir. C'est difficile à imaginer de nos jours. Mais ça a beaucoup changé nos méthodes de communication. Et puis, une autre chose qui était une nouveauté qui date de la dernière partie des années 80, c'est que les physiciens commençaient à saisir eux-mêmes leurs articles, justement à cause du fait qu'on pouvait envoyer ces articles par Internet. Et donc, on a commencé à utiliser, pour un certain nombre d'entre nous, le logiciel TeX. Et donc, nous sommes devenus des Texperts. Édouard a fait allusion à Paul Gisbard, donc vous avez ici une photo typique. En fait, je collaborais avec Paul à Harvard, et Paul tenait à voir toujours les dernières nouvelles, et donc il recevait maintenant régulièrement des préprints par ordinateur, et ça cliquait sur son ordinateur chaque fois qu'il y avait un. Et donc, je voyais des journaux où il était là devant son ordinateur, et toutes les quelques minutes, ça faisait clic, et moi je sursautais. Bon, il était clair que ce n'était pas tenable. C'est-à-dire, si tout le monde commençait à échanger avec tout le monde, l'article, nos moyens de communication seraient rapidement saturés. Et c'est là qu'il a commencé à réfléchir et à discuter avec un certain nombre de gens, moi-même, avec Sidney Coleman, etc., sur la possibilité, et lui, il avait la compétence, de créer des archives qui ont évidemment bouleversé notre façon de communiquer nos résultats scientifiques. Donc nous sommes donc dans une période de transition, une transition rapide. Alors, il y a eu quelques particularités de mes débuts. Il semble que j'avais été un peu nommé chef du SPHT parce que le chef de la DSM, qui était Robert Aymar, n'était pas satisfait de la manière dont le SPHT dépensait son budget. On n'était plus à l'époque du début, donc Roger a mentionné, où l'argent courait à flot, et donc ces problèmes de budget n'existaient pas, surtout pour un département comme le SPHT, qui, en dehors des salaires, a priori, n'avait que des frais de mission et des frais de postdoc et d'invitation. Néanmoins, quand j'ai été nommé, André m'a informé gentiment qu'en septembre, le budget du SPHT était épuisé. Et il semble que, de façon générale, si j'ai été nommé aussi directeur de l'IRFU, c'est pour des raisons analogues. Les problèmes de budget, c'est pour une raison que j'ignore. Robert Aymar était persuadé que j'étais l'homme pour s'occuper des problèmes de budget. Alors, André n'était pas, il jetait pas l'argent par les fenêtres, mais le problème, c'est qu'à l'époque, nous n'avions pas d'agent comptable parce qu'on était trop petits, et donc le suivi du budget était fait à l'extérieur, dans un autre département nettement plus grand, et la personne qui faisait ça, c'était le dernier de ses soucis, parce que justement, nous étions un petit service, grâce à quoi elle informait très, très vaguement. Et c'est pour ça qu'on était arrivé à cette situation un peu ridicule, qu'en septembre, il n'y avait plus le budget. Bon. Donc, néanmoins, le résultat, c'est que j'étais dans l'obligation de mettre en place un plan d'économie. Comme je ne savais pas, j'ai réfléchi comment est-ce que je pouvais contourner le problème. Et à l'époque, on commençait à être familier avec les tableurs. À l'époque, ça s'appelait multiplan, par exemple. Donc, on pouvait faire des feuilles de calcul. Et je ne doutais pas que Jean-Michel Rouff serait capable de faire ça. Donc je lui ai demandé de faire une feuille de calcul où on noterait les dépenses les plus importantes de façon à pouvoir maîtriser notre budget. Et c'est ce qui a été fait, et ça a beaucoup plu à la DSM. Bon, une autre chose, c'est que quand j'ai pris mes fonctions, on envoyait toujours des préprints papier. Ces fameux préprints rouges. Alors, ça m'a paru
un peu... Alors ça coûtait très cher, hein, l'envoi de tous ces prix, surtout qu'il y en avait de plus en plus. Et donc j'ai supprimé l'envoi de papier, ce qui m'a permis de faire des économies importantes. Bon, et par contre, il y a un problème aussi qui se posait en même temps, ça se bousculait un peu, hein, mais une chose et l'autre, c'est qu'il fallait mettre à la disposition des physiciens des moyens informatiques individuels, modernes, mais dans les limites du budget. Parce que les gens avaient commencé à vouloir commander des choses qui étaient beaucoup trop chères, etc. Enfin, c'était le cirque. Et donc, comme Jean-Michel était très impliqué dans l'informatique, je lui ai demandé d'examiner ce problème et de voir comment on pouvait donner des moyens raisonnables sans faire exploser le budget. Et je ne suis pas sûr d'avoir très bien réussi, parce que certains chercheurs ici m'en ont voulu de ne pas leur avoir donné les choses dont ils avaient besoin. Bon. Alors j'ai eu aussi un autre problème à gérer, que j'appellerais, on a appelé familièrement la capronisation du nom de l'administrateur général de l'époque, Capron, qui était d'ailleurs quelqu'un de ma promotion. Par mesure d'économie, le CA venait décider le départ de retraite au lieu qui était de 65 ans à 65 ans. Vous voyez qu'on part d'une autre époque, hein. De décider un départ en retraite à 60 ans, ce qui consistait à faire payer par les caisses de retraite les 5 dernières années. Bon, il faut à condition d'avoir toutes ces annuités. Alors, je me souviens plus combien étaient les annuités, mais peu importe. Mais il se trouve que la plupart des physiciens CEA, étant soit normaliens, soit polytechniciens, avaient leurs annuités. Et par conséquent, d'un coup, alors qu'ils comptaient partir en retraite à 65 ans, on leur dit « vous partez tout de suite ». Alors, ça a été un choc, parce que beaucoup des sexagénaires étaient encore actifs. Et donc, c'était clair que c'était un résultat un peu déplorable, dans la mesure où un certain nombre voulaient effectivement continuer à travailler et ont été ulcérés. D'ailleurs, j'avais fait remarquer que dans ces conditions, le SPHT n'aurait plus comme senior que des CNRS, ce qui pour un laboratoire CEA était un peu paradoxal. Bon. Donc, je me suis attaqué à ce problème et j'ai pensé que dans les autres institutions, il y avait l'éméritat et il n'y avait pas de raison que le CEA n'ait pas aussi quelque chose d'équivalent. Donc, je suis allé voir la directrice de la CSM qui avait changé, ça n'était plus Robert Aymar, c'était Catherine Césarski, pour lui demander d'intervenir auprès de l'administration générale du CEA pour obtenir la création d'un statut de conseiller scientifique. Alors, Catherine Césarski, qui était une personne excessivement prudente, a refusé d'intervenir, mais m'a dit « si vraiment ce sujet t'intéresse, tu as qu'à aller voir l'administrateur général toi-même ». Donc, j'ai pris rendez-vous avec l'administrateur général qui m'a convoqué à 8h du matin pour montrer que c'était quand même, je l'embêtais, quoi, sur un sujet aussi. Et qui a commencé par me dire que ça n'en est pas question, qu'il y avait une DRH qui était très contre, sous le prétexte que le point, si quelqu'un, mettons au SPHT, donc, puisque c'était la seule chose qui était encore, se cassait la figure et avait un accident, ça se saurait à l'extérieur du CEA, et on commençait à dire que le CEA faisait travailler des gens sans les payer. Voilà, c'était ça l'argument. Et donc c'est la raison pour laquelle la DRH était contre. Donc il a fallu, ça a pris, j'avais droit entre 8h et 9h, comme vous avez compris, donc j'ai eu 1 heure pour plaider mon cas. Et heureusement, Yannick Descata était quelqu'un de relativement, c'est pas le cas de tous les âgés, mais lui, c'était un homme relativement intelligent en tout cas. Bon, il a commencé à hésiter. Et puis il commence à me dire, ben d'accord, mais alors uniquement la moitié. Alors j'avais fait un petit sondage pour savoir qui voulait rester. Bon, j'étais arrivé à 2 tiers à peu près. Donc je me suis dit, s'il me donne la moitié, ça ne se verra pas entre 2 tiers et 1 tiers.
on n'imagine pas l'administrateur général du CA se mettre à compter un par un tous les retraits, bon, d'accord. Donc j'ai dit d'accord, et il a dit uniquement à la physique théorique, parce que dans son idée, les physiciens théoriciens, c'est là où il y a le moins de risques. Par conséquent, on pouvait leur donner ce statut. Bon, par la suite, bon, donc cette condition a été oubliée, personne n'a jamais fait le calcul de combien il y en avait, et puis le statut, en fait, s'est généralisé en recherche fondamentale, mais avec des restrictions, c'est-à-dire que dans les autres départements, les gens ne peuvent plus maniper. Hein. Ils ont le droit de venir, de rester dans leur labo ou dans pour les ingénieurs également, mais il ne faut pas qu'ils touchent aucun instrument, de façon à ne pas prendre de risque. Bon, néanmoins, nous avons arraché ce statut. Alors, il y avait un autre problème aussi qui se posait, qui était très sérieux, qui était que les effectifs du SPHT avaient beaucoup monté, alors qu'en 1968, quand nous avons déménagé ici, on était très à l'aise. Là, on manquait sans arrêt de bureaux, entre les recrutés supplémentaires et les post-docs, les visiteurs, on y arrivait. Et donc, ça posait un problème. Pour vous donner une idée de genre de choses qui est arrivé, c'était toujours sous le règne de Catherine Césarski. Donc Annie Gervois prend sa retraite, et elle me l'avait dit, et d'ailleurs le fait qu'elle ne soit pas là, c'est probablement un symbole. Demain je prends ma retraite, et elle vide son bureau complètement, et elle s'en va. Bon, donc le lendemain, le bureau est en principe libre. Donc il y a un postdoc qui cherchait un bureau, je lui dis, tu vas prendre le bureau laissé par Annie Gervois. Il revient un certain temps après en me disant, le bureau est occupé par une personne que je ne connais pas. Alors je vais voir, et effectivement, il y avait une personne. Et c'était une employée de la DSM. Alors c'est une secrétaire, ou je ne sais pas ce qu'elle faisait, enfin une personnel administrative de la DSM. Je pique une crise, les gens m'ont entendu hurler dans les couloirs. Qu'est-ce que c'est cet endroit où on pique les bureaux comme ça, etc. Alors, la personne qui était dans le bureau, évidemment, elle n'y était pour rien. Donc, elle appelle l'adjoint de Catherine. Alors, l'adjoint arrive, elle me dit « Ah, mais c'est Catherine qui m'a... » Déjà, elle se réfugie. Je lui dis « Je n'ai rien à faire de ça. Vous quittez ce bureau immédiatement, ou je fais un scandale, etc. » Et donc, dans l'heure qu'il a subi, la personne est repartie avec ses affaires. Donc, j'étais pas... Bon. Alors, mais ceci étant, c'était une histoire d'un bureau et ça, c'était pas une solution au problème. Donc, le fait, c'est ça, le fait, et ça c'est antérieur, le fait que nous ayons démontré à la DSM qu'on était capable de gérer notre budget sans faille, ça a fait beaucoup plaisir à Robert Aymar, qui a été très sensible à toutes ces questions d'argent. Et donc, quand je suis venu le voir un certain temps après, en me disant, voilà, j'ai besoin d'une subvention de la DSM pour aménager les sous-sols, hein, il faut savoir qu'à cette époque-là, les sous-sols de ce bâtiment il n'y avait rien, c'était un vide, on marchait sur la terre. Hein. Donc, il aurait été mieux de mettre quelque chose au-dessus, mais ces bâtiments ne sont pas assez solides pour supporter un étage supplémentaire, donc le seul moyen c'était de creuser en dessous. Donc j'ai obtenu cette subvention, et donc on a pu aménager, d'une part, agrandir la bibliothèque telle qu'elle est aujourd'hui, et puis créer toute la série de bureaux qui sont le long sur le côté, en ce qu'on appelle une cour anglaise. Donc, et puis Jean-Michel s'est beaucoup investi dans cette opération. En quelque sorte, j'étais maître d'ouvrage et il était maître d'œuvre. Bon. Alors maintenant, juste, je ne veux pas prendre beaucoup plus de votre temps. Je reviens sur une chose plus importante, hein, et que a déjà mentionné, mais que je trouve essentielle. Si vous voyagez autour de vous, et vous allez dans d'autres endroits où il y a de la physique théorique, vous allez voir deux choses. D'abord, voir que l'Institut de physique théorique ici est anormalement gros en taille. Il y a peu d'endroits où il y a des instituts théoriques qui ont la même dimension. Et l'avantage, à condition de le faire vivre,
c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, parce que moi, quand j'étais chef du SPHT, on venait sans arrêt des collègues d'autres départements de la direction d'application militaire, etc., me disaient toujours, qu'est-ce que fait la physique théorique ici, on n'en a rien à faire, etc. Vous n'êtes pas dans les... Je disais, nous sommes un endroit interdisciplinaire, il n'y en a pas d'autres. Tous les autres sont organisés par sous-discipline. Et par conséquent, c'est un endroit où on fait vivre l'interdisciplinarité. Et ça, si vous regardez parmi les choses qu'Édouard a mentionnées, vous verrez que ça a joué un rôle très important dans le passé. Et je ne doute pas, et j'espère que ça continuera dans le futur. En tout cas, c'est un point très important. C'est-à-dire que, et c'est autant que je puisse voir, c'est moins facile de nos jours qu'à notre époque. La raison étant en particulier ces systèmes de grant qui sont donnés à une personne qui, à ce moment-là, a tendance à créer un groupe pour soi. Et donc, si le SPHT perd l'interdisciplinarité, c'est-à-dire un échange fréquent entre des physiciens qui font des choses fort différentes, et il faut que ce soit spontané, ce n'est pas une chose qu'on peut créer, eh bien, en fait, il perdra sa raison d'être. Et ça, il faut que vous en soyez tous très convaincus, parce que ce n'est pas forcément évident, parce qu'il y a une tendance naturelle à se renfermer sur soi-même. Et c'est la chose la plus importante et la plus précieuse de cet institut. À mon époque, j'ai essayé de faire des choses, mais ce n'est pas facile, pour augmenter. Bon, d'abord, j'ai toujours pensé que le séminaire commun régulier et compréhensible par un maximum de physiciens, c'était un outil très important. Et il faut que les gens viennent au séminaire, qu'il y ait un séminaire commun et pas un séminaire de sous-groupe. Et j'avais essayé aussi, avec un succès plus modéré, de demander que, avant que tout article destiné à publication soit envoyé vers l'extérieur, l'auteur trouve un collègue d'une autre discipline à l'intérieur du SPHT et lui fasse relire pour savoir si c'est à peu près compréhensible, et le non-spécialiste fasse un court résumé de ce qu'il a compris de l'article. Alors, j'ai réussi par force brutale à l'imposer pendant un certain temps. Je crains que ça n'ait pas duré beaucoup plus que moi. Bon, enfin, pour venir au bout de ça, eh bien, ça c'est évidemment pas ma pensée personnelle, nous avons pensé qu'il était bon d'organiser un colloque des 30 ans. Alors il y avait une double raison, que vous n'avez, heureusement il y en a une que vous n'avez pas. C'est d'abord qu'à cause de la retraite à 60 ans, nous allions voir un départ sensible de physiciens, parce qu'il y en avait qui voulaient aller ailleurs, qui trouvaient que cette pression sur eux, ou que le statut de conseiller scientifique ne leur convenait pas. Donc nous allions avoir de toute façon des départs, et qu'on avait l'habitude à cette époque-là de célébrer les départs des physiciens. Et donc là, il fallait le faire de façon collective et pas individuelle. Et d'autre part, 30 ans, c'est à peu près, c'est guère plus que la carrière typique d'un chercheur. Donc si on voulait organiser quelque chose de collectif, 40 ans, ça serait trop tard. C'est-à-dire qu'il y aurait trop de gens qui seraient partis, ou malheureusement pour certains seraient décédés. Et donc, 30 ans. Et pour montrer que ce n'est pas une idée bizarre, d'abord, vous l'avez répété, et d'autre part, à l'IRFU, il n'y a pas très longtemps, il a été célébré aussi les 30 ans de l'IRFU. Donc ce 30 ans est clairement une date très raisonnable. Oui. Mais je sais. Voilà. Donc nous avons organisé, et je pense qu'il y a des photos, parce que moi évidemment quand j'organise quelque chose, je ne peux pas prendre des photos en même temps. Donc mais Ricardo m'a dit qu'il y avait des photos de ces 30 ans. Bon, maintenant, pour terminer, il y a un problème qui m'a beaucoup préoccupé dans ma carrière, enfin la deuxième partie de ma carrière, c'est le problème du genre. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que je vais une ou deux fois par an à Tokyo
où ce problème est encore pire qu'ici. C'est-à-dire que nous avons un problème de fond. Alors, dès l'origine, le nombre de physiciennes au SPHT était très faible. C'est pas. Il se trouve qu'Annie Gervois a voulu prendre sa retraite le plus tôt possible et qu'une autre physicienne, Anna Sterkulberg, est décédée de cancer. Par conséquent, on se retrouvait, on était très près d'arriver à une situation où il y aurait un laboratoire entièrement masculin. Alors ça, c'était évidemment très choquant. Le problème, c'est que nous n'avions même pas de candidate. Je pense que c'est un système qui s'entretient lui-même. S'il n'y a pas de femmes quelque part et de femmes visibles, du coup, ça n'attire pas non plus des candidates. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'en biologie, ils ont plus de femmes qu'en physique théorique. J'avoue que c'est un problème pour lequel j'ai pas été très efficace. Il aurait fallu que je sorte du labo et que j'aille prospecter, mais c'était pas du tout. À l'époque, les gens restaient dans leur labo, donc c'était pas aller dans un autre labo en disant ah, vous ne seriez pas intéressé à venir chez nous. Ça aurait été sans doute considéré comme un peu agressif. Donc je l'ai pas, en tout cas je l'ai pas fait. Donc c'est une chose que je me reproche de n'avoir pas mieux géré. À l'IRFU, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait 6 chefs de département, tous masculins. Quand j'ai quitté, il y avait 2 femmes et 4 hommes, ce qui était une réflexion des proportions. C'était même plus que la proportion de femmes dans l'Institut. Voilà. Et puis j'ai favorisé un recrutement exceptionnel, parce que j'avais dit au chef de département, si vous avez une personne de sexe féminin, une jeune de qualité que vous voulez recruter, mais que vous n'avez pas les cases correspondantes, je suis prêt à vous donner une case, à la piquer ailleurs bien sûr, puisque le total des cases du CEA a été fixé d'avance. Et je l'ai fait, et la personne qui en a bénéficié, vous allez la voir cet après-midi, puisque c'est maintenant la directrice de la DRF de Saclay. Voilà. Et that's it. Citer la capronisation, tu aurais pu citer l'exemple de notre collègue en physique atomique qui a atteint l'âge de 60 ans en 2002, qui est parti à ce moment-là aux États-Unis, où il a travaillé pendant plus de 20 ans et il a eu le prix Nobel cette année. Je signale qu'Annie non, elle a épousé un Suédois. Non, elle a des circonstances atténuantes. Non, bien sûr. Mais néanmoins, elle a travaillé au CEA. Moi, je l'ai rencontrée souvent. Oui, bien sûr. On prend un peu sa capronisation, excusez-moi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Non. Non, tu parles assez fort, ça. D'où ça vient Albertini? De quoi ça s'agissait? La capronisation, c'est la retraite forcée à 60 ans. Le capron, c'est le nom du capron. Capron, oui, c'était le nom du chef de l'époque. C'est le nom de l'administrateur général du CEA qui a décidé cette mesure et qui se trouve être en plus un camarade de promotion. Il avait dit en matière d'emploi, je ne connais que la méthode bête. Ben, il a été réellement bête. Bon, enfin... oui, vous lui avez trouvé que c'était une bonne idée. Faire payer là. Oui, mon entretien d'embauche a été fait par Blaiseau. Alors d'une part, à propos d'Internet, c'est qu'au départ, c'était que des mails. Après, il y a eu des systèmes comme FTP, comme Gopher, pour avoir justement les articles, hein, mais il n'y avait pas toute la toile qui a été faite. Elle était uniquement pour les scientifiques, puisqu'elle a été inventée au CERN, mais les Américains ont fait mosaïque, donc ont embelli les choses, ce qui fait qu'on l'a utilisé le plus possible. Alors non seulement il y avait des préprints, mais aussi quand on publiait quelque chose, quand on publiait un article, la revue envoyait une cinquantaine ou une vingtaine, suivant le prix qu'on payait, d'articles publiés, ensuite on recevait des tas de petites cartes postales où il y avait déjà préimprimé, où on demandait l'article pour que les laboratoires en général qui n'avaient pas assez d'argent pour s'abonner aux revues puissent les avoir, d'autre part.
Et d'autre part, comme il n'y avait pas aussi Internet, les revues, à la fin de l'année, publiaient les meilleurs des articles en physique statistique, en théorie des champs, etc. Et donc par Elsevier, par d'autres éditeurs. Et évidemment, à chaque fois, il y avait des articles du SPHT. Et d'autre part, une dernière question pour ceux qui pourront deviner, c'est qu'il y a eu des livres donc, qui étaient publiés par des chercheurs du SPHT, et il y a quelqu'un qui était très prolifique par ailleurs, où la seule mention, c'était son nom, et ensuite en dessous SPHT. Pas plus. Voilà, je vous laisse deviner. Okay. Yes, Gilles. Oui, je voulais donner des informations me concernant, parce que, en fait, j'ai bénéficié de la capronisation. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai quitté le service de physique théorique en 83, au moment de la découverte des bosons intermédiaires. Et on entendait beaucoup au SPHT à l'époque, bon, la physique des particules est terminée, puisque maintenant on a découvert les bosons intermédiaires. Donc j'ai voulu aller voir ce qui se passait vraiment en physique des particules. Donc je suis passé au département de physique des particules élémentaires, le DPHPE, et j'ai fait une mutation. Bon. Et là j'ai continué à travailler, j'ai encadré des thèses, jusqu'en 98, où j'arrivais à mes 60 ans. Mais un peu avant, je me suis dit quand même, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la recherche à temps plein. C'est magnifique, mais je voudrais quand même un peu mettre les mains dans le cambouis et faire un peu d'administration. Et j'ai remplacé Robert Deloche à la DSM comme adjoint au directeur de la DSM, qui en l'occurrence était une directrice, c'était Catherine Tazarski. Et là on m'a donné des tâches, j'avais 3 tâches. J'avais les thèses, il fallait traiter quelque chose comme 50 bourses de contrat temporaire de recherche de thèse par an, avec tous les services, etc. C'est quelque chose qui est très 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 lourd. J'avais la communication, parce qu'on commençait à dire qu'il fallait de la communication, c'est vrai. Et puis j'avais la relation internationale. C'était absolument fou. J'en pouvais plus, à tel point qu'au bout de 2 ans, j'ai fini par avoir un malaise. Il me dit, il faut que j'arrête. Et j'ai décidé d'arrêter. Et je pouvais arrêter en utilisant la capronisation. Donc je partais avec une prime conséquente, hein, et puis je pouvais, et puis j'ai pu bénéficier du statut de conseiller scientifique, parce que je n'avais pas à faire à maniper après. Donc je suis parti en 98, et de 98 jusqu'à 2022, donc pratiquement 24 ans, j'ai été conseiller scientifique. La seule chose que j'avais à faire, c'était un rapport d'activité tous les ans pour renouveler mon contrat. Arrivé en 2022, on m'a dit, j'ai atteint un âge où je ne pouvais même plus être conseiller scientifique. Donc je ne suis même plus conseiller scientifique, mais je suis venu ici. Donc vous voyez, l'affaire de Pierre Agostini, si on avait enlevé la clause qu'il ne devait pas manipuler, il ne serait pas parti. Vous voyez, ça c'est quand même assez moche d'avoir perdu quelqu'un qui ensuite a été nobelisé. Ça, moi, je veux dire, c'est vraiment dommage. Je voulais faire cette remarque. 2 anecdotes à propos de la capronisation. Il y a dans cette salle un collègue qui a résisté. Un bon résistant, il n'a pas voulu partir à 60 ans, je ne sais pas comment il a fait. Jean-Marie, tu peux peut-être prendre la parole à ce sujet-là, mais enfin je crois que tu as réussi à battre un petit peu la bureaucratie sur ce sujet délicat. Ça c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est que j'ai été capronisé comme les autres. On avait touché quand même pas mal d'argent. Hein. Il y avait une pilule qui nous permettait d'avaler un petit peu la chose. Bon. Et tant qu'à faire, comme j'ai eu une carrière très internationale avec des copains partout, ça on n'a pas beaucoup parlé, le fait que une des joies d'être physicien ici, c'est quand même qu'on se fait des amis dans une quantité phénoménale de pays. Eh bien, j'ai fait le tour du monde. Et
de contrat en contrat, 3 mois par-ci, 2 mois par-là, eh bien, j'ai fait 18 étapes d'un labo à l'autre, ce qui m'a permis d'aller voir Angkor, par exemple, c'est beau quand même, le Cambodge, ce qui permet de retrouver les traces d'un grand-père qui avait été directeur du bail en Nouvelle-Calédonie. Et donc, en même temps, eh bien, de laboratoire à autre, avec les collaborations, ça m'a donné 3 ou 4 papiers cette année-là. Donc, bon, petite anecdote sur Capron. Mais tu as pu noter que j'ai dit 2 tiers du... Je n'ai pas dit 100% des Tunisiens. Ah. Merci. Oui, je voudrais dire quelques mots sur la capronisation et les aspects légaux de la retraite à 60 ans obligatoire. En fait, les États-Unis offrent aux gens la possibilité de travailler tant qu'ils en sont capables. Et que ça a été obtenu, c'était la loi, disons, qui a introduit pour un départ à la retraite à un âge déterminé, qui est daté du New Deal de Roosevelt, et ça a été attaqué, je crois, dans les années 80, peut-être même avant, par un prof d'université qui a été mis à la retraite obligatoirement, et alors donc il a fait un très très long procès avec qui a coûté très très cher, c'est allé jusqu'à la Cour suprême, et il a gagné. Donc en fait, avec un argument extrêmement simple, c'est que c'est quelque chose qui est une discrimination par rapport à l'âge. Et ça serait très possible de faire ça dans l'Union européenne, en utilisant les moyens donnés par la Cour européenne de justice. Alors ce serait certainement quelque chose de très très long. Il faudrait que la personne qui soit mise à la retraite obligatoirement, disons, dans n'importe quel État de l'Union européenne, survive, disons, à toute la procédure, parce qu'il faut faire tout un tas d'appels, etc. Mais une fois que la personne aurait obtenu victoire, eh bien la date limite pour le départ obligatoire à la retraite, disons, disparaîtrait en droit européen et en droit français obligatoirement, si les réformes, disons, qui sont prévues actuellement sur la Constitution n'ont pas lieu. C'est que les annexes 2, dans leur écrasante majorité, étaient très favorables. Il faut peut-être dire pour les gens qui c'était un problème de physiciens et d'ingénieurs, pas un problème la plupart du personnel annexe 2 était ravi de partir à 60 ans, comme les événements récents l'ont démontré. Voilà. Je pense qu'on ne va pas ouvrir le débat sur les retraites, d'autant que la fameuse capronisation n'existe plus. Bien au contraire, d'ailleurs, ça pose des problèmes d'un autre genre, mais je pense qu'on va remercier Jean et inviter l'exposé suivant.